Voici les 8 joyaux royaux les plus insaisissables, dont l'un défia même sa reine. Forgé par son peuple contre sa volonté, il devint un trésor de légende. Un autre fut offert à la condition singulière qu'une reine le porte. Un autre encore croulait sous le poids des diamants, des perles et d'une sainte relique. Il était si sacré qu'il fut interdit de le modifier, le rendant presque impossible à porter. Enfermés dans des coffres, leurs légendes se murmurent dans les palais, aperçues un instant avant de s'évanouir. Ce ne sont pas des joyaux, mais des fragments d'histoire. Découvrons aujourd'hui 8 des joyaux royaux les plus rares de toute l'histoire. Le collier étoile de Golconde. C'est l'une des plus somptueuses alliances de perles et de diamants jamais créées. Ce joyau porte en lui une histoire qui le rend absolument unique. Ses apparitions publiques sont d'une rareté extrême. Confiné dans un coffre, il n'apparaît que pour les plus grandes occasions royales. Et pour cause, le collier en diamant œil de Golconde possède un prestige inégalé. C'est le plus grand diamant de Golconde jamais vendu aux enchères en Asie, estimé entre 8,5 millions et 10 millions de dollars. Ce chef-d'œuvre de Cartier fut d'abord la propriété d'un Maharaja indien. Il fit une réapparition spectaculaire porté par la Sheikha Amna Al Thani du Qatar. C'était lors du couronnement du roi Charles le 6 mai 2023. Conçu comme un audacieux plastron, le collier déploie 3 cascades de perles et de diamants sous sa pièce maîtresse. Un diamant de type 2 de 57,31 carats, entouré de 116 perles naturelles et 31 autres diamants. Aujourd'hui dans la collection Al Thani via Kipco Holding, il ne fut porté qu'une fois depuis l'ère du Maharaja. C'est là que réside peut-être son véritable mystère et sa fascination. Son éclat ne provient pas seulement de ses perles et diamants, mais de sa quasi-invisibilité. Un trésor secret, entrevu seulement lors d'occasions exceptionnelles. La tiare au camé. Les diadèmes suédois comptent parmi les plus anciens encore en usage. Et la tiare au camé est sans doute la plus fascinante de toutes. La tradition veut depuis des décennies que les princesses de Suède la choisissent pour leur mariage. L'histoire de cette tiare débute avec Napoléon Bonaparte, qui la commanda pour son épouse, l'impératrice Joséphine. Incroyable, n'est-ce pas? Par le jeu des mariages dynastiques, elle parvint jusqu'à la maison de Bernadotte. Et oui, elle leur appartient encore aujourd'hui. Cette tiare est unique. Plutôt que l'éclat des diamants, elle diffuse une lueur plus douce, plus mystérieuse. Napoléon en confia la création à ses maîtres artisans italiens favoris, Vincenzo Catenacci, Filippo Rega et Giuseppe Girometti. Chacun était un chef-d'œuvre miniature inspiré de la mythologie gréco-romaine. Certains représentent des dieux et des déesses. D'autres narrent des histoires de passion, de romance et d'amour. Selon l'historienne joaillière Cecilia Andren, la création de chaque camé aurait pu prendre jusqu'à 1 an. Un joyau inestimable. Le joaillier de la cour de Napoléon, Marie-Étienne, les a ensuite sertis sur leur monture. Il les a entourés de perles lumineuses et de délicats filigranes d'or. Le résultat n'était pas un bijou qui scintillait, mais un joyau qui rayonnait. Son éclat était particulièrement magnifié à la lueur vacillante des chandelles de la cour. Contrairement à de nombreuses tiares royales, modernisées pour suivre les modes de leur temps, la tiare au camé est restée incroyablement fidèle à ses origines. C'est peut-être là sa plus grande singularité. Non seulement il a traversé les âges, mais il est toujours porté. Son apparition moderne la plus célèbre fut au mariage de la princesse Victoria en 2010, où il a de nouveau captivé le monde. Tout comme 2 siècles plus tôt, à la cour de Napoléon. Le collier Godman est l'un des plus mystérieux, sa provenance étant auréolée d'intrigues. Il fut offert à la reine Elisabeth II d'une manière fort singulière. Elle convia personnellement les 2 jeunes sœurs au palais de Buckingham pour leur exprimer sa gratitude. Combien de joyaux peuvent se vanter d'une telle origine? On prête à ce bijou un lien avec l'impératrice Joséphine de France, ce qui ne fait qu'accroître son aura. La reine Elisabeth le chérissait, le réservant aux occasions les plus rares, comme s'il était trop précieux pour être exposé trop souvent. L'odyssée de ce collier est tout à fait remarquable. Acheté en Bavière dans les années 1890 par Frédéric Duquesne Godman, il l'offrit ensuite à ses 2 filles. En 1965, les sœurs écrivirent au lord chambellan. Elles y expliquaient posséder un collier qui aurait appartenu à l'impératrice Joséphine. Se demandant s'il intéresserait sa majesté, elles proposèrent de le présenter à la reine. L'unique condition était qu'elle le porte de temps à autre. Pouvez-vous imaginer l'audace d'une telle requête? Un geste si généreux et extraordinaire que, bien qu'il soit presque inouï que la royauté accepte des dons d'inconnus, cette fois-ci, l'issue fut différente. La reine, profondément touchée, accueillit le collier dans sa collection. Et quel joyau! Un spectaculaire collier d'émeraude et de diamants. Sa monture à volute soutient 7 pendentifs d'émeraude flamboyantes et de diamants étincelants, chacun étant serti avec une délicate maîtrise. L'effet est saisissant.
presque théâtral. Surtout lorsqu'il est associé à la tiare Grand Vladimir, comme la reine Elisabeth l'a fait à plusieurs reprises. Elle le porta une toute dernière fois en 2004. Puis, ce fut le silence. Le collier a disparu dans les coffres, demeurant invisible durant 2 décennies. Ni la reine Camilla ni la princesse de Galles ne l'ont arboré depuis, ce qui en fait l'un des grands trésors cachés de la collection royale. Reverrons-nous un jour ce saisissant collier d'émeraude et de diamants? La montre en diamant de la reine Juliana, le joyau qui a défié l'ordre même de la reine. Pour son 50e anniversaire, la reine Juliana souhaitait quelque chose de modeste et de très sobre. Elle avait insisté pour ne pas recevoir de cadeaux extravagants. Mais pour une fois, les désirs de la souveraine furent ignorés. Le peuple des Pays-Bas s'est uni pour financer un cadeau commun à couper le souffle. Une éblouissante montre-bracelet en diamant, conçue par P.F. Beylin avec un mécanisme de la maison suisse Gégère-Lecoultre. La pièce repose sur une base en platine d'une élégance absolue. Et que dire des diamants? Ils sont absolument prodigieux. La maison Royal Coaster Diamonds fut chargée de les tailler et de les polir. L'honneur revint au jeune prodige Ben Meyer qui polit 275 minuscules diamants pour ce chef-d'œuvre. Le résultat final est tout simplement époustouflant. L'une des plus belles démonstrations du savoir-faire joaillier de l'histoire. La reine Juliana adorait sa montre bracelet en diamant et la portait fréquemment. Mais lorsque sa fille, la reine Béatrix, monta sur le trône en 1980, la montre disparut de la scène publique. L'étiquette royale, dans sa plus grande sévérité, interdisait à une reine de porter une montre en cérémonie. Durant des années, ce joyau resta caché des regards, alimentant le mystère de sa possible réapparition. Puis, un instant mémorable. En 2006, la reine Maxima a fait renaître la montre, éblouissant l'assistance en la ramenant avec éclat sur le devant de la scène. Depuis ce jour, elle l'a arborée lors de multiples événements, prouvant ainsi qu'un tel trésor est réservé aux instants d'exception. Assurément l'un des joyaux les plus fabuleux de notre récit. Le diadème Chaumet. La grande-duchesse Maria Vladimirovna en est l'actuelle gardienne, vestige vivant de 2 dynasties. Un bijou destiné aux moments les plus sacrés de l'histoire. Le diadème Chaumet, si rare et mystérieux. Pourquoi son histoire est-elle si peu contée? C'est pourtant une merveille de conception. Sa base dessine un gracieux ruban, entièrement serti de diamants taille brillant. De cette monture s'élèvent d'élégantes perles, chacune surmontée d'un diamant étincelant, lui conférant à la fois délicatesse et majesté. Ce qui le rend encore plus unique est sa modularité. Ces perles peuvent être remplacées par des gemmes plus opulentes selon les circonstances. L'essentiel de la scintillante collection de la grande-duchesse Vladimir fut perdu après la Révolution. Comment ce rare diadème Chaumet de 1897, trésor des Bagrations, a-t-il pu survivre et parvenir jusqu'à son fils, le grand-duc Vladimir Kirillovitch? Lorsque la princesse Léonida Bagration épousa le grand-duc Vladimir Kirillovitch, le diadème entra dans le patrimoine des Romanov, puis fut transmis à sa fille, la grande-duchesse Maria Vladimirovna, qui le sublima lors de son mariage en 1976 avec le prince Franz Wilhelm de Prusse, à Madrid. Le choix de la version tout en perles et diamants consacra le diadème comme un joyau nuptial. Sa dernière apparition remonte à 1997 pour des portraits officiels, ornés cette fois de grappes de rubis, avant de disparaître durant 2 décennies, devenant une véritable énigme. Avait-il été vendu, dissimulé ou perdu à jamais? Le mystère fut levé en 2021, lorsqu'il réapparut sur Rebecca Bettarini au mariage Romanov du grand-duc Georges Mikhailovitch. C'est un joyau d'une rareté extrême dont on ne parle qu'à voix basse, la broche au saphir de Kono. La reine Marie de Danemark confia un jour avec un sourire « Nous savons que cette broche a toujours été réservée aux événements familiaux. Sauf que maintenant, c'est moi qui la possède. Et j'ai tendance à la porter plus souvent. Et qui pourrait l'en blâmer? Une broche qui porte en elle plus de 5 générations d'histoire, réservée aux instants royaux les plus intimes et les plus précieux. La broche au saphir de Connaught est un pur chef-d'œuvre. En son centre, un saphir facetté d'un bleu profond, ceint de diamants éclatants, encadré de gracieuses guirlandes de perles et parachevé d'un délicat motif floral suspendant une pampille de perles et de diamants qui semble danser à chaque mouvement. Imaginez toute l'histoire contenue dans ce seul bijou. Il n'est donc pas surprenant qu'il fût porté si rarement. Offerte en 1879 comme cadeau de mariage à la princesse Louise Marguerite de Prusse pour son union avec le duc de Connaught, la broche traversa les générations avant d'arriver au Danemark avec la princesse Ingrid, suite à son propre mariage royal. Mais ce qui rend cette broche si singulière n'est pas seulement son esthétique, ce sont les moments dont elle a été le témoin. Durant des décennies, elle fut réservée au baptême des enfants royaux ou aux portraits de famille officiels. La reine Ingrid elle-même l'a conservée pour ses photographies solennelles
alors que la reine Margrethe ne la réservait qu'à des moments d'une rare solennité, comme le baptême de son petit-fils aîné, le prince Nikolai, en 1999. Par un geste magnifique, la reine Marie inaugura le port de cette broche au baptême de son propre fils aîné, le prince Christian. Elle a depuis perpétué cette tradition avec une dévotion similaire, ne la dévoilant que pour des événements d'une portée tout aussi symbolique. Le plus mémorable fut le baptême de ses jumeaux, le prince Vincent et la princesse Isabella, scellant à jamais le destin de ce saphir bleu aux naissances royales. Le collier Dagmar de la reine Alexandra, un joyau qu'elle légua en héritage à la couronne, mais en imposant une condition des plus strictes. Il ne devait subir aucune modification, malgré son poids et son manque de praticité. Et lourd, il l'est assurément. Ce collier est orné d'une réplique de la croix de Dagmar, un pendentif qui, selon la légende, renfermerait un fragment de la croix originelle, inhumée avec la reine Dagmar en 1212, ainsi qu'un fil de soie provenant du tombeau du roi Canute, une relique sacrée enchâssée parmi les joyaux. On comprend pourquoi il fut si peu porté. Le collier fut créé en 1863, un cadeau de mariage du roi Frédéric VII à la princesse Alexandra. Œuvre du joaillier de la cour, Julius Dideriksen, ses dimensions sont spectaculaires. 2000 diamants, 118 perles et la croix de Dagmar richement émaillée. Arrivée en Angleterre, Alexandra mesura vite son poids écrasant. Gerhard fut donc chargé de l'adapter, rendant amovibles les deux perles pendantes, la croix et le diamant central. Le joyau fut restauré par Gerhard en 1937 à la demande de la reine-mère Élisabeth, avant d'intégrer la collection de la reine Élisabeth II en 1952. Pourtant, au cours de ses 70 ans de règne, Élisabeth ne porta sa version allégée qu'à de très rares occasions, notamment lors de sa visite au Danemark en 1957 et à l'ambassade d'Iran en 1959. Après cela, le silence total. Pourquoi une telle rareté ? Sa dimension sacrée ou simplement sa présence imposante, l'un des joyaux royaux les plus rares, chargé de siècles d'histoire. Et quasi invisible en public, il mériterait de revenir sur le devant de la scène, la broche saphir de la reine Nour. Terminons avec l'une des pièces les plus singulières. La pierre centrale, un saphir bleu d'exception, proviendrait du Cachemire, une variété si rare et prisée qu'elle en paraît presque surnaturelle. La reine Nour arbora une broche époustouflante sertie de ce saphir magnifique, de taille coussin lors du dîner inaugural des Peace Builders à New York en 2005. La broche aurait rejoint sa collection à la fin des années 70, un cadeau probable du roi Hussein. De style victorien, elle est ornée d'un saphir de près de 18 carats, encadré par deux somptueux rangs de diamants taille ancienne et européenne, montés sur argent et or jaune. Sa couleur, un bleu roi, porte magnifiquement bien son nom. La reine Nour ne l'a arboré qu'une seule fois, mais sa valeur sentimentale est telle qu'elle la transforma en diadème en 2020. La pièce fut alors fixée à un collier de diamants, puis portée par sa fille cadette, la princesse Raya bint Hussein, lors de son mariage avec Faris Ned Donovan à Buckhurst Park à Windsor. Une broche au saphir si céleste, apparue seulement 2 fois en plusieurs décennies. N'est-il pas cruel pour les passionnés de joaillerie de ne pouvoir l'admirer plus souvent? Puisse une princesse ou une reine le sortir de l'ombre, afin que sa splendeur éblouisse à nouveau le monde. Notre récit s'achève ici. Révélez-nous en commentaire quel joyau fut pour vous la plus grande surprise. Mais avant, pensez à aimer et à vous abonner pour percer les secrets d'autres joyaux historiques.